Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une émission spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler du pays, de la nation, de la citoyenneté, du civisme. Avec un invité, il s'agit de l'éducateur Jean-Marie Hardipierre. C'est pour la première fois qu'on le reçoit sur ce plateau. Je vous assure, mesdames et messieurs, que c'est avec plaisir qu'on accueille Monsieur Pierre. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Wendel. Je salue les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Métropole. Alors, je vais prendre la parole comme citoyen pour parler à d'autres citoyens. Et je parlerai de la difficulté de prendre la parole, surtout quand les nerfs sont surchauffés. Et je vais m'enfuir dans un travail d'éducateur pour ne pas trop bousculer, n'est-ce pas, les habitudes des gens. Vous pensez que vous y arriverez? C'est très difficile de faire le point en un point, mais on va revenir aux fondamentaux, à la définition de la nation dans ses différentes composantes, voir ce jeu intéressant de construction permanente de la nation, de la République. Et ce n'est pas parce qu'une machine tombe en panne qu'on ne peut pas la réparer. Je crois qu'elle est en panne pour le moment. Qu'elle est en panne et il y a possibilité de réparer le véhicule. Si on fait appel à des mécaniciens, vous disiez tantôt en off-micro, on peut avoir 1000 citoyens, n'est-ce pas, sur une voiture. Quand ces 1000 citoyens ne sont pas mécaniciens, il en faut un seul bon pour résoudre le problème. La destruction. Absolument. Il faut toujours prendre la parole et agir, n'est-ce pas, non seulement de sa place, mais à sa place. Juste avant de parler de la nation, je vous ai introduit, je vous ai présenté à notre public comme éducateur. Vous observez ce qui se passe à travers les écoles aujourd'hui? Absolument, absolument. Et vous êtes aussi un membre de la Confédération nationale des éducateurs d'Haïti. Absolument, je suis responsable de la formation syndicale. Et comme ça fait depuis 1986, je suis membre fondateur de la CNEH. Et j'ai ma position, c'est un débat démocratique, pour faire en sorte que la position des uns et des autres... Vous avez dit 86? 86. Donc, vous avez parlé de véhicules il y a quelques... Si je continue à parler de véhicules, je dirais qu'au grand pile milléage... Oui, mais la voiture est encore bonne. Ça tient la route. Ça tient encore. Ça tient la route parce que là, je suis très actif et toujours curieux. Parce que je sais que la construction d'une nation, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose de simple. On ne peut pas faire la citoyenneté en une définition. Cela s'apprend par un apprentissage constant, en créant des espaces de parole. Là, j'aurai eu l'occasion de parler. Alors, tant vaut l'école, tant vaut la nation, c'est ce qu'on dit. Et tant vaut la nation, tant vaut l'école également. Parce que moi, je ne voudrais pas... La nation... c'est à plusieurs composantes. Il y a l'État qui fait partie de la nation, il y a le territoire, Donc là, il y a les biens économiques. Vous êtes dans la définition de la nation maintenant? Oui, je suis dans la définition de la nation, parce qu'on oublie souvent les composantes de la nation. Moi, j'ai toujours retenu ces composantes-là, l'État, n'est-ce pas, le territoire, les biens économiques et communs, la culture, l'histoire et le passé, qui sait l'avenir. Et tous ces acteurs-là, dans ce que je pourrais appeler une triangulation complexe, n'est-ce pas, définir la nation, redéfinir la nation, et parce que la nation et la République sont des constructions constantes. On ne peut pas répéter la même chose comme si le monde était donné une fois pour toutes. Moi, je suis toujours dans une démarche constructiviste, qu'on peut toujours, sur la route, n'est-ce pas, qu'il y a d'autres routes, et ne pas faire de la construction de ce pays l'histoire du bien et du mal, d'un deux camps, je suis du bon côté, l'autre il est du mauvais côté. Donc c'est avec acharnement, avec intelligence et hardiment qu'on doit tenter de construire cette nation, parce qu'on dit la nation c'est l'affaire de tous, la politique c'est l'affaire de tous. Là, c'est pour la nation. C'est pour la nation. Maintenant, pour l'État? Bon.
l'État, c'est l'État qui règle ce que j'appelle, n'est-ce pas, les services publics, l'ordre public, et il y a une administration pour l'éducation, pour la santé et pour la sécurité. Donc ça, c'est l'État, on définit cet État-là, on dit on veut un État fort, un État fort, un État faible, un régime. Et je me permets de citer Fidel Castro, quand on lui disait que le peuple cubain, n'est-ce pas, est communiste, il dit non, c'est le régime qui l'est. Il a fait la différence entre le rôle de l'État et les citoyens qui ont peut-être d'autres choix. Mais le régime est communiste, non pas les Cubains. Et cela m'avait frappé de cette parole de Fidel Castro. OK. Maintenant, quand on parle d'Haïti comme État, et, bon, je ne veux pas dire État faible, mais État affaibli, d'autres parlent d'État en faillite, l'éducateur dira quoi? Moi, si nous prenons les composantes, au-delà de l'État, prenons des composantes comme par exemple le chômage en Haïti. Est-ce qu'on peut penser à une nation quand il y a 70% de chômeurs? Est-ce qu'on peut penser à une nation quand l'échec scolaire est consacré? On l'oublie souvent, c'est 250 000 jeunes qui ont 18 ans. Entre 3 ans et 23 ans, c'est 5 millions de citoyens qu'il faut éduquer. 5 millions. Donc, quand sur une population active de 4 à 5 millions, on n'a qu'1 million qui travaille. Et encore. Donc, nous sommes c'est une bombe. Comment on tente de la désamorcer, mais le terrain est nettement miné et les citoyens doivent réfléchir sur la difficulté du vivre ensemble. Quand vous avez des... Oui, mais est-ce que nous sommes le pays vraiment le plus pauvre de la planète? Je ne dis pas de l'hémisphère. Est-ce que nous sommes le pays le plus pauvre de... Moi, je n'insiste pas véritablement sur si nous sommes le pays le plus pauvre. C'est-à-dire, nous sommes un pays où les gens ne travaillent pas et ne créent pas de la richesse. Moi, j'ai vu, on a fait, pour jouer, on a fait un ministère de la pauvreté extrême. Mais on pourrait penser également de lutte contre la pauvreté extrême. On pourrait faire un ministère de lutte contre la richesse extrême. Donc la question est de trouver un équilibre, de voir en tant que citoyen comment on peut donner des chances plus ou moins égales à tout le monde. Alors vous préconisez une lutte contre la richesse extrême? Non, je parle d'une lutte contre la richesse, nécessairement. À vous entendre parler... Contre les excès, contre les deux excès. Il faut l'équilibre. Ah, ok. Il faut l'équilibre, par exemple. Si vous prenez dans l'histoire de certains pays, on veut établir un certain équilibre social. On fixe le salaire minimum et le salaire minimum est un indice pour fixer même le salaire du président de la République. On se dit par rapport au salaire minimum, le président aura 20 fois plus ou bien 100 fois plus. Mais ceci est déterminé. Et que dans ce pays, personne ne doit avoir au-delà de 100 fois plus du salaire minimum. Oui, mais c'est quand tout est déterminé et quand rien n'est déterminé. Mais il faut constamment déterminer ces éléments-là. Je donne l'exemple des enseignants qui ont attendu 25 ans pour avoir un statut. Un statut particulier. Et quels sont les droits syndicaux? Et comment on négocie? C'est quoi une convention collective? Et en Haïti, par exemple, on a des syndicats, mais est-ce que ces syndicats utilisent le droit syndical à bon escient? Est-ce qu'il y a des conventions collectives? Ah non, mais ils viennent de l'utiliser là, au début de semaine. Non, c'est pour le droit de grève, on verra ça. Par exemple, je vous parle du salaire minimum. C'est dans des cas exceptionnels que le salaire minimum se décide, par exemple, par les rouages législatifs. C'est l'ouvrier dans son atelier qui négocie avec le patron pour décider, n'est-ce pas, de son salaire. Dans des cas exceptionnels où le pays est en situation de guerre ou bien une situation économique difficile, on peut passer par la voie législative. Donc c'est toute une construction du monde et je crois qu'on n'a pas compris cela après 1986, qu'il fallait construire cette démocratie et rien n'est donné une fois pour toutes. C'est un travail, je crois, tout à fait magnifique de voir des citoyens se mettre ensemble et de se dire, voilà, nous avons un modèle, nous voulons construire un pays. Rien n'est déterminé à l'avance. On ne peut pas s'arrêter de dire, le monde nous est donné,
on répète constamment les mêmes erreurs, n'est-ce pas? On peut commettre des erreurs après avoir fait un bon choix, mais c'est bon que tout le monde se trompe ensemble, que tout le monde se relève et d'avancer autrement. Par exemple, on ne peut pas faire le même parcours, on monte sur les mêmes récifs et puis on continue à utiliser la même trajectoire. Donc il faut à un moment s'arrêter. Alors j'aime bien cette ironie, s'arrêter pour se regarder marcher. Et se dire, bon, non, on ne peut plus continuer ainsi, il faut d'autres voies. Et vous croyez que nous sommes à ce carrefour-là où l'on doit s'arrêter pour se regarder marcher, s'observer aussi, se critiquer? Absolument. Moi, je crois que cela existe dans la société, mais il y a souvent, quand on prend les décisions après avoir utilisé un certain esprit critique, on tombe dans l'irrationnel. Et les choix ne sont pas souvent objectifs. Et moi, si j'ai accepté de venir ici, c'est que quand j'ai vu certains camarades syndicalistes ne pas avoir la même définition que moi, alors là, on est dans un monde vide. Quand je dis chaise, l'autre dit table. Donc, cette incompréhension débouche sur l'insécurité. Et quand les gens n'arrivent pas à se comprendre, ils vont se faire la guerre pour de mauvaises raisons. Tour de Babel. Bon, absolument. Donc, il faut retrouver cette parole de construction. Et si vous voyez, un des éléments importants de la démocratie, c'est les droits de réunion, c'est les droits d'expression, n'est-ce pas? Et comme journaliste, vous le savez, quand on peut libérer la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire et aller jusqu'au bout de la parole sans peur. Donc aujourd'hui, je ne vais pas attaquer des camarades, mais je crois qu'il faut revenir à l'école pour retrouver le bon vocabulaire et avancer. Quand je fais la sédition, c'est la sédition. Quand je suis en état d'émeute, n'est-ce pas? Quand je suis en état de lutte révolutionnaire, parce qu'on ne peut pas rejeter la violence, on sait que toute notre histoire repose sur une violence utile, quelquefois la violence utile, mais il faut le dire, voilà les moyens de combat, mais quand nous sommes en démocratie, il y a des règles. Il y a des règles, il faut les respecter. Surtout si on a fait choix de la démocratie. De la démocratie. Jusqu'à présent, les gens ont été votés pour des choix démocratiques. Maintenant, on peut s'arrêter un moment de se dire, bon, on va faire la guerre, on se replie dans les mondes de Kinskov. À la manière des marrons. Absolument, on décide de faire la guerre. Mais si on choisit, il faut avoir un vocabulaire et déterminé. Moi, j'ai été horrifié d'entendre un directeur d'école dire qu'il allait mettre les enfants dans les rues. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais personne ne dénonce ça, personne ne proteste contre cela. Il comprend bien son vocabulaire. Il est dans un autre monde. Mais et les parents dans tout cela? Pourquoi les parents ne réagissent pas? Bon, voilà. Moi, je crois que c'est là qu'on est citoyen, mais on ne naît pas citoyen. Monsieur Pierre, écoutez-moi. On va revenir Vous êtes éducateur. Vous êtes éducateur, peut-être chef de foyer, parent aussi. Imaginez vos enfants que vous croyez sur les bancs d'école et pendant qu'ils sont dans la rue, en train d'affronter la police, etc., à lancer des pierres. Et c'est à cause de la complicité du directeur de cette école que vos enfants se retrouvent dans la rue. Mais comment vous auriez réagi? Mais la famille, les règles de bienséance se construisent jour après jour. Par exemple, je vois des amis, n'est-ce pas, appelés Rasta. Ils me voient et me saluent, n'est-ce pas selon les convenances. Et puis à les pratiquer, je me rends compte qu'ils n'ont pas appris à saluer les gens. Et c'est normal, n'est-ce pas, de se toquer, de courir. Et il y a beaucoup de compréhension entre nous au-delà des bienséances. Donc la bienséance, cela s'apprend. Et être parent, cela s'apprend. Être directeur d'école, cela s'apprend. Par exemple, au moment de la grève, par exemple, un directeur d'école devrait pouvoir ouvrir son école et attendre les enseignants qui viennent ou qui ne viennent pas. Mais on a vu dans le milieu le directeur d'école, n'est-ce pas, à charge de cette école, prendre les devants de la manifestation. À moins que ce soit, n'est-ce pas, un membre zélé, mais en principe, comme il détient son autorité de l'État, il ne peut pas manifester. Par contre, un enseignant n'agit pas au nom de l'État. Il n'est pas un grand fonctionnaire. Il peut, par exemple, faire la grève. Voilà pourquoi certains corps, comme l'armée, par exemple, la police, il y a des restrictions à la grève pour éviter de mettre en danger une partie de la population ou bien toute la population. Donc c'est un jeu
d'esprit critique permanent. Et je dis souvent, n'est-ce pas, c'est très difficile de séparer le bien du mal. Ce qui nous reste, c'est l'esprit critique. C'est ça. Jean-Marie Hardy-Pierre, on va observer la pause, mais au retour, on va surtout évoquer la notion de civisme. On va parler de l'instruction civique qui fait défaut apparemment à nos chers petits enfants haïtiens, évidemment. Donc, vous allez souffrir le temps d'observer la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, l'éducateur Jean-Marie Hardy-Pierre. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le professeur Jean-Marie Hardy-Pierre est notre invité ce matin et exceptionnellement, on parle du pays. Vous êtes d'accord? Oui, absolument, absolument. Mais dans un autre cadre, dans un cadre conceptuel, parce que quand les mots ne sont pas définis, on ne peut pas également définir un pays. C'est très important, n'est-ce pas, cette tâche de définition des mots. On semble être en train de perdre, je dirais, le sens de certains termes. Civisme, citoyenneté et patriotisme aujourd'hui. Et ces mots ont perdu un peu de leur valeur. Et c'est normal, parce que souvent on dit que le monde est en décomposition, mais je préfère dire le monde est en constante recomposition. Parce que autrement, on risque d'avoir un choc intergénérationnel. On oublie souvent que les 3 générations vivent en même temps et il faut établir ce trait d'union, ce lien entre les générations. Par exemple, moi, en l'an 66 de mon âge, je suis à ma 3e génération, je dois pouvoir comprendre l'enfant de 3 ans, n'est-ce pas, l'adulte ou bien le jeune, n'est-ce pas, qui a 23 ans. Il faut ce lien intergénérationnel. Le monde n'est pas coupé entre les différentes générations et comme si le vieux n'avait pas des doigts, l'enfant n'avait pas de doigts. Et là, c'est un travail d'éducation civique. L'éducation par rapport à nos droits politiques, à nos droits civils. Et je prends toujours un chiffre quand on me demande pourquoi l'éducation civique. Je me dis souvent, quand il y a 4 à 5 millions d'électeurs et qu'il n'y a qu'1 million qui n'aillent voter, il faut se poser la question. Est-ce que ceux qui ne vont pas voter boudent la démocratie, boudent le choix des votes? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser les élections? Comment créer ce réveil citoyen à partir de l'éducation civique? Et je ne voudrais pas arrêter l'éducation civique à ce petit livre d'instruction civique, parce qu'on a vu, malgré ce livre d'instruction civique, on a eu la dictature, on a vu des jeunes invités, n'est-ce pas, au rendez-vous de la mort de Numa et de Douin. C'était des actes tout simplement inacceptables, n'est-ce pas, quand on parle de civisme. Donc il y a la nécessité de cette éducation pour permettre à nos jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir faire des choix critiques, leur donner une autonomie, n'est-ce pas, leur apprendre ce que c'est, par exemple, une manifestation, comment une manifestation s'organise, comment on vote, comment on exerce le contrôle populaire entre les 2 élections. Est-ce que c'est chaque jour en occupant les rues, ou bien on peut occuper les rues, mais il faut des associations qui portent des projets. Il faut des droits de réunion. Il faut la liberté d'expression. Donc c'est des éléments, c'est toute une éducation. Et je crois que c'est un champ tout à fait important pour un peuple de savoir qu'il construit sa nation en fonction de choix par rapport à la petite définition que nous avions donnée des valeurs de l'État, des valeurs du territoire, de nos biens économiques. Moi, j'ai été véritablement surpris agréablement d'écouter les paroles d'un industriel que vous avez reçu ici. Et je me suis retrouvé là-dedans. Dans ses propos? Dans ses propos. Son pantalon était construit en Haïti, n'est-ce pas? Et il a mangé haïtien. Il a mangé haïtien. Et je me souviens, un jour chez Georges Sassine, un jour chez les Frères du Sacré-Cœur, mon père qui travaillait à la Reynolds m'a acheté un soulier français. Alors qu'on chaussait Stepover, ou bien on avait notre éternel Boyo.
Le frère a appelé mon père pour lui dire, écoutez, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas envoyer votre enfant avec un soulier aussi cher. Surtout qu'il tape souvent dans les ballons, je crois que c'est un mauvais choix. Il a conseillé à mon père, n'est-ce pas, de revenir à la petite. Et de garder ça pour aller à l'église, peut-être. De garder ça peut-être pour aller à l'église. Moi, je vois, les années ont passé et j'ai compris que c'était l'idée qu'on se retrouvait dans un milieu de socialisation et qu'il ne fallait pas trop de différence entre deux élèves. Donc, on peut facilement concevoir que les riches à côté des pauvres, pour la construction de la République, pour qu'il n'y ait pas ce que je pourrais appeler une rupture républicaine entre les gens qui étudient dans les corridors et d'autres dans des installations modernes. Rupture républicaine, mais il y a aussi une autre forme de rupture avec les pratiques anciennes, les pratiques traditionnelles qui voulaient que le petit respecte les grands et que l'on se salue, que le voisin puisse venir en aide à un autre. Et aujourd'hui, nous sommes comme dans un désert où l'on ne se reconnaît pas, où l'on ne se salue pas, on fonctionne comme des sauvages. On fonctionne comme des sauvages, mais il faut continuer à prêcher dans le désert. Et c'est Guel de Bazda qui le disait, malheur à celui qui s'arrête de prêcher parce qu'il croit qu'il prêche dans le désert. Et moi-même, je milite dans l'enseignement depuis 44 ans, je continue à le faire, les choses changent, le monde se recompose. Et je ne peux pas compter les bêtises que j'ai dites et que j'ai rectifiées après coup en enseignant. On n'a pas toujours les bonnes définitions. Et moi, le monde, quand on dit souvent « tous les chemins mènent à Rome », je ne participe pas de cette idée parce que tout le monde ne veut pas aller à Rome. Donc il faut permettre justement aux citoyens, aux petits enfants de pouvoir faire des choix clairs pour la musique, pour la culture, pour l'art. Donc c'est quelque chose véritablement d'excitant de construire la nation. Chacun y apporte du soi. Et je voudrais tout simplement citer une expérience qui se fait à travers le pays, c'est du côté de Grand Ravine, dans l'habitation Leclerc. Donc il y a un espace de parole où les gens finissent, dans la pratique, à définir la citoyenneté, à définir, n'est-ce pas, une adhésion à un projet. Au lieu d'avoir... En Haïti, on a les ghettos. Les gens revendiquent, n'est-ce pas, cet enfermement, se replient sur soi par rapport à l'autre ghetto. Au lieu d'aller vers la solidarité. On croit pouvoir construire la sécurité. Et le résultat, c'est la guerre. Ouais, construire la solidarité en augmentant le nombre de policiers. Alors que la solidarité, c'est refuser de se replier sur soi, de prendre un minimum de risques pour construire une nation. Parce que moi, je ne comprends pas, par exemple, que les gens, par rapport à leur histoire, ne continuent pas sur cette ligne de liberté, sur cette ligne difficile de liberté, de dire nous allons construire une nation dans toutes ses dimensions, au niveau de l'État, au niveau du territoire, au niveau de nos intérêts économiques, au niveau de notre culture, de notre histoire. C'est important et il faut que ces éléments-là soient assis dans la nation haïtienne pour donner, n'est-ce pas, à chaque citoyen la capacité de devenir un citoyen éclairé et de faire les bons choix, que ce soit les choix économiques, les choix politiques, les choix sociaux. Vous parlez de choix et Jean-Marie Hardy-Pierre, de même que vous avez parlé tantôt du choix qu'on a fait. On a choisi la démocratie. Et avec les résultats que l'on a aujourd'hui, est-ce qu'on doit préconiser une autre démocratie à l'haïtienne, ou bien celle qui se pratique aujourd'hui, elle est uniquement une démocratie? Non, c'est parce qu'on a choisi une démocratie, je dirais, pour répéter un mot, une démocratie pépée. Une démocratie que j'appelle de basse intensité. Quand vous choisissez la démocratie, il faut que les jeunes puissent, par exemple, pouvoir conduire une association. Il faut qu'ils puissent préparer un projet. Il faut de la formation. On ne peut pas parler de démocratie si on se contente tout simplement de séparer le pouvoir. Il faut séparer le savoir. Faire en sorte que chaque petite localité soit autonome. Et des projets, n'est-ce pas, dans un cadre global. Autrement, on n'ira pas loin. On se contente d'aller aux urnes. Et puis, entre les deux élections, on n'a aucun moyen de contrôle. Ce qui manque, c'est les moyens de contrôle. Et ces moyens de contrôle sont dictés par la Constitution.
C'est le droit d'association. Je m'associe pour Est-ce que vous monter. pensez, professeur, que les Haïtiens sont véritablement, réellement favorables aux élections? Si Si on les- met les enjeux pour l'élection. Moi, je suis capable d'aller voter parce que ce candidat a promis de faire un travail autour de l'eau, de la gestion de l'eau. Ce candidat a promis que comme l'électricité est un bien commun, je vais m'arranger pour qu'il y ait des associations de jeunes, n'est-ce pas, qui gèrent l'électricité. C'est des biens communs, c'est des biens rares. Si je vais à Cité Soleil et que je présente un projet de latrinisation, les jeunes sont capables de se rassembler pour gérer, n'est-ce pas, cette richesse. Donc, pour moi, c'est les enjeux. L'élection en soi, Ok, n'est-ce mais pas, s'il n'y a pas pourquoi, un projet. la question, pourquoi les jeunes ou bien les Haïtiens ne voient pas les choses de cette manière? Pourquoi, à votre Moi, avis? là, je vais être très sévère. Par exemple, il y a des choses qui passent. Depuis, pour le carnaval, par exemple, les gens se mobilisent parce qu'il y a un discours qui permet cette forme de mobilisation. Et il y a une focalisation qui se fait. Et là, j'ai un petit quelquefois. désaccord avec vous, professeur. Non, mais d'accord, les désaccords étaient intéressants. Là, le débat devient intéressant. Oui. Et si vous regardez, par exemple, dans la presse, qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'il y a des débats philosophiques? On est capable de faire en sorte que des jeunes s'intéressent à un débat philosophique, à un jeu philosophique. Mais si à travers les médias, on les bombarde d'images, n'est-ce pas, de mauvaise qualité, qui est un espace d'éducation important, les jeunes ne pourront que recréer. Quand vous allez à l'école, moi je dis par exemple dans un lycée, quand on a 300 jeunes, n'est-ce pas, dans une salle de classe, c'est une situation de torture. Pour les élèves et pour, Pour le les élèves et professeur. pour le prof également. Oui. Donc quand le droit, n'est-ce pas, de se sentir libre, par exemple, il faut un espace vital. On devient tout à fait violent quand on ne se sent pas en sécurité et qu'on ne puisse même pas avoir la possibilité d'écrire convenablement. Je rappelle rapidement que cette partie de l'émission est consacrée au civisme. N'est-ce pas, professeur? Oui. Alors, dites-nous, votre réaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le recours presque systématique à la violence pour s'exprimer. Mais absolument. Si vous vous retrouvez dans un terrain vide et que quand je dis chaise, vous dites table, vous voyez la situation de sécurité? Quand j'ai laissé mes enfants à la maison et que je ne trouve plus la route pour rentrer chez moi, n'est-ce pas? Je perds toute carte conceptuelle. Mais c'est la folie. Est-ce que ce n'est pas plus profond que ça, professeur? Là, moi, je vous parle dans la pratique aujourd'hui pour faire passer des revendications de quelque nature que ce soit. Eh bien, on recourt à la violence. Les routes bloquées, les routes sont bloquées. Et si je veux parler, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, réflexe systématique, c'est de me rabattre sur un véhicule qui passe. Je viens de le dire, on n'a pas respecté les couloirs de contrôle du pouvoir, les couloirs pour faire passer ces revendications. Mais comment résoudre tout ça? Nous sommes en 2015. Moi, je parle des associations. Par exemple, j'ai un petit travail que je fais sur l'éducation. J'ai noté 4 acteurs. Il y a l'école, bien sûr. Il y a la famille, les médias et ce que j'appelle les agents du temps libre. C'est-à-dire l'Église, les associations. Vous les appelez comment? Les agents du temps libre. Oh, les agents du Parce temps que libre. le temps libre, n'est-ce pas, est une conquête, n'est-ce pas, des temps modernes. Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Est-ce que je vais à l'église? Est-ce que je fais de la musique? Est-ce que je joue aux cartes? Est-ce que je ne regarde que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Le temps libre est un élément important. Et ce temps libre-là s'organise à travers des réunions, à travers des associations. Et c'est un élément important pour véritablement faire passer mes revendications. Mais quand je n'ai pas de courroie de transmission, cela ne peut déboucher que sur la violence. Et quand vous regardez des enfants battre des mains pour Ronaldo, Messi, et ne se soucient même pas de ce qui se passe chez eux. Mais c'est un danger pour la solidarité. Et imaginez que Cristiano et Messi disparaissent et qu'on n'ait pas véritablement... Vous avez regardé le match Brésil-Haïti.
Moi j'ai joué au football. Je suis un fanatique du sport. Mais je suis capable d'avoir Vous n'avez pas vu la les tête froide. Haïtiens applaudir le Brésil? Oui, moi j'applaudis le Brésil, je suis brésilien. Non, à ce moment-là, et lors du match Haïti contre le Brésil. Bon, là, c'est un amalgame. Par exemple, on peut choisir, voilà des amalgames qu'il faut éviter. D'identifier, n'est-ce pas, le sentiment national à une équipe de football, n'est-ce pas, cela peut être orienté. Je vous ai donné le cas de 2 athlètes américains qui, en 1968, ont gagné les 200 mètres. Et ils voulaient protester, faire passer les droits des Noirs. Mais au moment où l'hymne national américain résonnait, n'est-ce pas, ils ont levé un gant noir pour la cause noire et baissé la tête. Ils ont été expulsés des Jeux olympiques de 1968 à Mexico. Voilà un exemple. C'est un cas d'incivisme, mais qui met l'accent sur un droit fondamental qui est le droit d'humanité, le droit d'exister, les droits humains. Donc je ne voudrais pas dire que quelqu'un est antipatriote parce qu'il joue sur l'Allemagne au lieu de jouer sur Haïti. Même si je reconnais que le sport peut être un moyen, n'est-ce pas, de favoriser la cohésion sociale, peut être un moyen, n'est-ce pas, de ragailladir, n'est-ce pas, certains sentiments, mais je n'assimilerai pas à quelqu'un qui applaudit le Brésil comme étant quelqu'un qui est contre la nation haïtienne. D'accord. Non, on ne dirait pas ça non plus. Mais qu'est-ce que vous dites du sentiment d'appartenance ou encore de loyauté? Le sentiment d'appartenance, moi, je préfère le mot d'adhérence. C'est un choix libre. Il y a un projet, j'y adhère. Je ne suis pas obligé d'être haïtien chaque jour. Il y a un moment de la durée, je peux me dire que le projet Haïti a disparu, je dois me battre pour qu'Haïti revienne. Non, mais si vous n'êtes plus haïtien. Non, à un moment de la durée, lorsque Haïti ne respecte pas des lignes qui sont fixées, des lignes de liberté, des lignes de citoyenneté, tout citoyen est en droit de se révolter à un moment contre la représentation. Oui, mais pas de laisser le pays quand même, d'y rester pour essayer de le reconstruire. On peut rester dans le pays et être un étranger. Et comme on peut se retrouver à l'étranger et rester haïtien. Bon, par exemple, moi, je me dis que je ne condamne pas les Haïtiens qui partent. Mais est-ce que Haïti continue à être, n'est-ce pas, dans leur projet? Est-ce qu'ils ne renient pas Haïti? Et comme disent les Japonais, là où est un Japonais, Bouddha est là et le Japon est là. Et il peut se retrouver en France, quand le Japonais s'installe, il s'installe avec ses représentations du monde et est capable d'influencer le monde, d'influencer l'humanité. On s'achemine vers des élections. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, vous encourager? Vous avez parlé de l'eau tantôt, ok, ça se comprend, mais puisqu'on parle civisme, qu'est-ce qui devrait figurer dans le programme d'un ou des candidats pour encourager Jean-Marie Hardy-Pierre à le voter ou pour porter Jean-Marie Hardy-Pierre à sensibiliser son entourage de manière à voter pour ce candidat ou ces candidats? Alors moi, j'ai tendance à miser sur le membership. Il y a des citoyens éclairés qui ont un projet pour Haïti, un projet économique, un projet éducatif, un projet culturel, et qui identifient un leader capable de porter, n'est-ce pas, ce choix qu'ont fait les citoyens. Moi, quand un leader est obligé de convaincre, n'est-ce pas, les membres, bon, je pense que les membres n'ont pas fait de choix. Et moi, je suis à la CNEH, je représente un courant d'idées à la CNEH, mais je sais suivre le courant majoritaire. Le courant majoritaire, et j'applaudis que quelquefois, comme que mes idées passent, comme les idées d'un autre ne peuvent passer. C'est quelque chose vraiment d'excitant. Même si la majorité n'a pas toujours raison. Même si la majorité n'a pas toujours raison. Il faut faire avec les autres, n'est-ce pas, et participer de ce projet, même s'il est en deçà de vos rêves, en deçà de votre idéal. C'est ça la démocratie. Donc, à votre avis, plutôt que de parler de leadership, il serait préférable de parler de membership? Absolument, absolument. Il faut l'éducation, il faut un membre éclairé, capable de faire des choix critiques. C'est ce que j'appelle un citoyen. Parce que ce qui va me permettre de faire le choix entre un bon et un autre bon citoyen, c'est l'esprit critique. J'ai à l'esprit un auteur africain qui a écrit Les petits bouts de bois. On lui posait la question, mais qu'est-ce qu'il a vrai à l'eau? Durant
tout le roman, il a posé cette question et à la fin, qui lavera l'eau lui demande l'enfant. Et le vieux de répondre, l'esprit. L'esprit. Si nous gardons la même cadre conceptuelle, nous croyons encore que les écoles peuvent se faire dans des corridors, qu'il peut y avoir une école adossée à un presbytère, hein, avec 6 bancs, et que c'est ce qu'on peut offrir pour le moment, je ne crois pas qu'on va s'en sortir. Parce que pour l'éducation, quand on parle d'étapes, les gens ont une conception étapiste, on est à un moment, il y a l'étape 2, l'étape 3. Moi, je ne crois pas véritablement à cela. Merci Jean-Marie Hardy-Pierre. Dernier point pour terminer. Vous avez observé la grève? Les 2 journées de grève qu'on avait lancées. Vous étiez resté chez vous? Non, mais là, on ne parle pas de grève. Je parlerai, c'est une manifestation politique, n'est-ce pas, qui a pris des couleurs de grève, des couleurs de violence. Ça a fini par donner une Macédoine, je dirais, infâme, où il y a eu des amalgames de tous bords, où les gens, n'est-ce pas, se discutent, qui a lancé la grève, qui ne l'a pas lancée, est-ce que c'est le courant syndical? Et puis, il nous faut prendre la mesure, à travers ces éléments-là, prendre la mesure de nos organisations politiques, la mesure de nos organisations syndicales, et ne pas croire qu'on a toujours raison. Moi, je suis à la CNEH n'est pas parfaite, il y a beaucoup de chemin, malgré 28 ans, qui reste à faire, et c'est toujours un débat difficile à la CNEH de prendre une décision. Et moi, je crois que la construction de la nation ne peut pas s'arrêter à quelques grèves, ne peut pas s'arrêter à une masse qui attend, n'est-ce pas, des vendeurs d'illusions. Il faut être beaucoup plus sérieux que ça et s'attacher à un travail de construction, à un travail où chacun s'installe dans le salon pour donner son opinion, pour donner son travail, pour exprimer ses désaccords. Très bien pour les explications, mais vous ne m'avez pas dit si vous avez observé. J'ai été obligé de rester chez moi. Vous aviez peur? Je n'ai pas pris de risque parce que je sais qu'à un moment de la durée, le peuple va comprendre et il pourra faire des grèves où je vais véritablement participer de tout cœur pour la construction de cette Haïti. Le mouvement des étudiants? Le mouvement des étudiants, je cherche à comprendre parce que ces étudiants ne reçoivent pas ce que j'appelle une formation emploi. Quand vous êtes à la faculté des sciences, ça va déboucher sur quel emploi? N'est-ce pas? Comment je vais pouvoir payer mon premier loyer, trouver mon premier travail? Quand on devrait avoir 250 000 étudiants à se former et qu'on est tout juste 10 000, je peux comprendre, on est dans une situation de frustration terrible et il faut aller voir ce qui se passe au niveau de nos facultés, discuter avec les étudiants pour leur permettre, n'est-ce pas, de donner leur représentation du monde et savoir comment agir. Votre lecture de la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais tenté, n'est-ce pas, de faire de la politique, même si on m'appelle, on me dit que je suis un lâche. Parce que tout simplement, je crois que nous ne sommes pas à un niveau d'éducation, un niveau de citoyens éclairés pour faire les bons choix. Et si les élections continuent comme ça, ils pourraient être facilement manipulés par les forces de l'argent. N'est-ce pas? Tu as $1 million, tu gagnes les élections. Tu utilises les médias, tu vas dans les zones, tu distribues quelques marinades et cela suffit. Il faut donc cette éducation, ce réveil citoyen pour qu'on puisse faire des choix éclairés. À 68 ans, vous croyez encore que le changement véritable est possible? Le changement est toujours possible. Je me souviens de Voltaire qu'on lui disait, alors on prend d'assaut le monastère. Il dit, les fruits ne sont pas assez mûrs, le temps n'est pas encore venu. Il avait cette conception. Souvent, il y a des révoltes qui se font 3 siècles après. Mais l'idée est de garder ces principes, toujours chercher, n'est-ce pas, à changer le monde et faire en sorte que le monde ne vous change pas avec vos principes. Merci infiniment Jean-Marie Hardy-Pierre. J'étais très content d'avoir la possibilité de vous écouter aujourd'hui et aussi de vous parler. Merci Wendell. Et je crois que j'ai pénétré dans le salon des gens avec Métropole. Dans le salon de Métropole et des téléspectateurs également. Et je crois que Wendell, je tiens à dire que
c'est un point. Il faudra des millions et des millions de points. Alors là, à ce moment-là, des points suspensifs, non? Des points suspensifs. Et quoi, n'est-ce pas, dans cette relation intergénérationnelle, que ce travail d'éducation va se poursuivre. C'est ça. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Jean-Marie Hardy-Pierre était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous, comme il l'a dit, dans votre salon. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.